Bernard Michel, bonjour. Bonjour. Bernard, vous êtes président de Viparis, administrateur de Paris Île-de-France Capitale Économique, qui organise ce rendez-vous aujourd'hui, ce deuxième Forum City Global Makers. On a parlé beaucoup de la ville numérique, de la ville augmentée ce matin. C'est l'avenir de la cité pour vous ? C'est un sujet passionnant qui participe bien sûr de la révolution numérique, mais qui a permis d'opérer un certain nombre de changements dans les comportements, de changements sociologiques, permis surtout de répondre à une aspiration des habitants des villes à vivre mieux. Alors je m'explique. Tout ce qui concerne dans le métier de l'immobilier, les bâtiments connectés, les transports connectés, l'utilisation plus intelligente des réseaux, la création de nouvelles façons de travailler avec plus de bien-être dans les immeubles, tout ça, ça participe à la fois de la révolution technologique, mais aussi de la révolution sociologique, révolution des modes de travail, révolution des modes de transport. Et au fond, en tant que président de la French Tech de l'immobilier, qui s'appelle Real Estate, je suis très content de mettre en contact les grands acteurs de l'immobilier avec les startups, de manière à générer justement l'innovation qui va permettre aux acteurs de l'immobilier de progresser dans ces domaines, également à la ville d'être construite différemment, aux bâtiments d'être construits différemment, aux occupants à vivre différemment dans la ville. Et ça, je dirais que c'est la face la plus intéressante des nouvelles technologies, puisque ça permet de répondre à une aspiration forte de responsabilité sociale, sociétale, environnementale. Ça n'est pas que de la technologie profonde, de l'intelligence artificielle qui vise à mieux connaître le client, c'est aussi un moyen de mieux concevoir les bâtiments, la ville, les bureaux, les logements, afin de faire que les citoyens, les habitants vivent mieux. Donc voilà, on y va, on n'a pas le choix, c'est forcément, c'est même pas après-demain, c'est aujourd'hui, c'est demain. C'est déjà aujourd'hui, les objets connectés sont déjà très présents. Les statistiques sont collectées de manière à pouvoir répondre à des questions complexes, par exemple les encombrements dans le domaine des transports, l'utilisation des bureaux pour les optimiser, etc. Donc tout ça existe déjà, tout ça se met en place très progressivement. Et je trouve que le monde de l'immobilier a pas mal d'avance dans ce domaine parce que c'est une approche très pragmatique. On teste, ça marche pas, on fait avancer les choses. Et la deuxième chose que j'observe, c'est qu'au début, on pensait que cette révolution numérique viendrait des startups, ce qui est vrai, puisqu'elles ont trouvé, grâce au numérique, de nouvelles façons de vivre dans la ville. Mais en réalité, assez rapidement, les acteurs de l'immobilier eux-mêmes ont commencé à faire leur propre transformation, en créant notamment des directions digitales, de manière à mieux comprendre ce qui se passait, et bien sûr à prendre en charge cette révolution numérique dans leur propre façon de travailler. Alors cette révolution numérique, elle permet aussi de capter des datas qui concernent la santé. Et aujourd'hui, c'est compte tenu de l'actualité du coronavirus, c'est quelque chose qui est très précieux, mais qui est également très anxiogène. Les deux. La question de la data est fondamentale par rapport à la question du respect de la vie privée. La connaissance précise, grâce à nos smartphones, de ce qui se passe pour quelqu'un qui utilise ce téléphone, ça permet bien sûr de mieux savoir ce dont la personne a besoin, de mieux la suivre, par exemple sur la question de la santé. Aujourd'hui, on peut suivre son rythme cardiaque, on peut suivre son activité pour faire plus de sport, etc. Et donc ça c'est bien. En même temps, il ne faut pas que ce soit utilisé de manière dévoyée. On voit bien le dark side du numérique aussi qui peut apparaître. Mais globalement, moi je pense que si c'est bien conçu, si c'est suivi, s'il y a des réglementations aussi sur la propriété de ces données qui se mettent en place progressivement, je pense qu'on pourra considérer que globalement la révolution numérique aura été positive. Alors maintenant, on va parler du coronavirus avec votre casquette de président de Viparis. Vous avez dû annuler des salons. Voilà, comment est-ce que ça se passe au quotidien pour vous ? La première chose que nous avons faite, c'est déjà de
préparer tout ce qu'il faut pour protéger nos salariés. Donc, mettre en place les procédures, également tout ce qu'il faut dans le cas où il y aurait un cas qui se déclarerait parmi nos salariés. Mais par ailleurs aussi, nous avons déjà réaménagé les endroits où nous organisons des salons ou des congrès de manière à pouvoir répondre à une question de ce type. En clair, dotation en masques, en solutions hydroalcooliques, préparer des salles spéciales dans le cas où on identifierait une personne qui pourrait éventuellement être infectée. Ça, c'est des mesures que vous avez Donc déjà ça, c'est prises. déjà fait. Ça, c'est déjà fait. Alors ensuite, la phase dans laquelle nous sommes est une autre phase. Ça, c'était notre première réflexion. Ça, c'était il y a une dizaine de jours. Voilà, il y a une dizaine de jours. Mais parce qu'il fallait répondre immédiatement à la question. Aujourd'hui, il y a la question des décisions qui ont été prises par le gouvernement, puisqu'on ne peut plus faire de réunions auxquelles assistent 5000 personnes en même temps. Donc ça oblige à annuler un certain nombre de manifestations. Puis par ailleurs, il y a aussi un certain nombre de salons, de congrès qui s'annulent d'eux-mêmes. Et dans ce cas-là, ils sont souvent reportés, mais pas à chaque fois, puisqu'il faut retrouver une période qui soit libre d'abord dans nos espaces de congrès, et deuxièmement qui convienne aux propriétaires de salons pour organiser cet événement. Donc, Concrètement, chez vous, les dernières annulations, c'est quoi ? Il y a eu quelques annulations récentes. Il y a des salons qui sont arrêtés avant la fin, comme le salon de l'agriculture. Il y a eu quelques annulations, mais bon, aujourd'hui, il y a surtout des discussions avec des salons qui souhaitent reporter. C'est ça qui se passe. Donc, ça se traduira ipso facto par des décalages, sûrement un manque à gagner pendant quelques temps. Bien sûr, notre rôle est d'essayer d'optimiser le mieux possible l'utilisation de nos espaces en espérant que cette crise du coronavirus ne durera pas très longtemps. Ce manque à gagner, vous le chiffrez à combien pour Aujourd'hui, l'instant ? on ne peut pas dire parce que nous sommes dans des discussions avec les salons pour les décaler, les reporter. Donc on retrouve quelque part, y compris cette année, une partie de ce manque à gagner. On verra plus clair, notamment si notre pays passe au stade 3, c'est-à-dire à un stade où là, beaucoup plus d'événements seront annulés, beaucoup plus de voyages sont annulés. Ça a surtout impacté les grands salons internationaux, dans un premier temps. Maintenant, nous allons voir comment ça se passe dans les jours qui viennent. Et puis alors, les jours qui viennent, votre agenda, vous travaillez aussi sur le projet de loi pour l'égalité femmes-hommes dans l'économie. Pourquoi vous ? En quoi est-ce que vous êtes légitime ? Rappelez-nous un petit peu votre parcours, puis après les grandes lignes du projet de loi. Alors, je vous remercie d'en parler parce que c'est bientôt la journée internationale des droits des femmes, qui est toujours tous les ans un événement où on essaie de faire avancer les choses. Moi-même, quand j'ai été pendant une dizaine d'années président d'une société foncière de bureaux qui s'appelle Gessina, j'ai mené une politique très active de responsabilité sociale d'entreprise et une politique en faveur de la mixité, qui a fait que Gessina est devenu, et est toujours encore aujourd'hui, le numéro 1 de la parité des entreprises du SBF 120. C'est ce qui m'a conduit à travailler sur la loi qui a été proposée par Muriel Pénicaud, avec la création d'un index qui donne une note aux entreprises en fonction de leur comportement quant à la parité dans les instances dirigeantes, quant à la question de l'égalité salariale, quant à la question du nombre de promotions de la femme, etc. Ça a été fait, on a les premiers résultats maintenant, donc on va bientôt pouvoir connaître dans les documents de référence des entreprises cotées, les entreprises qui ont une bonne note, mais aussi celles qui ont une mauvaise note, ce qui devrait... Bientôt, c'est quand ? Alors, c'est dans les semaines qui viennent, au fil des assemblées générales, et ça fait partie des informations qui sont obligatoires. Donc, je pense qu'en exploitant ces documents, on connaîtra les entreprises qui finalement ont une note inférieure à 75 sur 100, qui normalement les oblige à rectifier le tir.
Par contre, on connaît déjà de nombreuses entreprises qui ont 99 ou 100%. Je pense qu'il faudra maintenant travailler beaucoup plus sur ces entreprises cotées-là. Puis cette loi s'applique maintenant également à toutes les autres entreprises de plus de 50 salariés. Donc dans les mois, les années qui viennent, je pense que progressivement, il y aura une prise de conscience grâce à cet index qui a été créé sur l'initiative de Muriel Pénicaud. Maintenant, aujourd'hui, on travaille sur un autre aspect. Et plus sur la question de l'égalité pour la performance économique. Ces questions-là feront l'objet sûrement, j'espère, d'un projet de loi qui sera déposé au mois de juin et qui va traiter de questions différentes. On va traiter de la question du congé parental, de la question du congé de maternité, de tout ce qui doit être fait pour permettre aux hommes et aux femmes de mieux concilier leur vie privée et leur vie professionnelle. Ce qui répond à une question qui concerne souvent les femmes au moment de la maternité, mais qui peut concerner aujourd'hui les hommes aussi, qui doit les concerner. Donc il y a toute une série de réglementations qui pourraient être améliorées pour aller dans ce sens-là, pour encourager et éviter qu'il y ait des différences qui soient faites entre les hommes et les femmes du fait de ces périodes où les hommes ou les femmes d'ailleurs se consacrent à l'éducation de leurs enfants. Mais pas que. Il y a un sujet qui va sûrement défrayer la chronique, c'est le sujet controversé des quotas pour les comités exécutifs et les comités de direction. Vous êtes pour, vous ? Je suis pour. On pouvait s'interroger sur les quotas. Ça avait été le cas lors de la loi Copé-Zimmermann, par exemple. Enfin, c'est quand même grâce à cette loi, aujourd'hui, nous avons 43% de femmes dans nos conseils d'administration en France, ce qui nous place au meilleur niveau mondial. Sur les COMEX et les comités de direction, on peut s'interroger. C'est un élément fondamental du management que de choisir ses collaborateurs, ses collaboratrices, etc. Donc, c'est peut-être plus compliqué. C'est pour ça que dans un premier temps, je plutôt pensé qu'il fallait promouvoir dans l'entreprise une vraie politique qui évite toute forme de discrimination et qui permette une promotion naturelle des femmes. C'est un travail de fond qui passe justement par des mesures sur les congés de maternité ou le congé parental, par exemple. Et pas que. Puis au fond, si on laisse faire les choses de manière naturelle, ça va durer encore très longtemps. Donc si la loi fixe un horizon de, par exemple, 5 ans, un quota de 40% de femmes dans les comités exécutifs ou les comités de direction, je pense que c'est possible. Donc je me dis que si on laisse un délai, ça permettra justement aux entreprises d'avancer, ça obligera un certain nombre d'entreprises avancées, un peu comme ça a été le cas sur les conseils d'administration. Et pour les entreprises de plus petite taille, celles de moins de 50 salariés? Là, c'est quand même beaucoup plus difficile. C'est aussi le cas, on parle beaucoup du cas des startups qui souvent ne sont pas très féminisées. C'est difficile d'appliquer des règles. Et l'immobilier plus les startups, ça fait globalement très peu de femmes. Ça en fait très peu, mais les petites entreprises encore plus, parce que ce sont des milieux qui ont d'autres priorités. Je pense que il faut aussi déjà commencer par les grandes entreprises, qui donnent l'exemple. Ensuite les PME, c'est le cas maintenant. Après les toutes petites entreprises, ça deviendra plus simple, plus naturel, plus, je dirais, vous savez, tout ça, ça n'est pas que une question qui procède des entreprises, ça procède de l'éducation, ça procède des structures sociales. Et donc l'entreprise peut rattraper les choses, peut réduire les écarts. Elle doit le faire maintenant. Mais c'est toute la société qui doit se mobiliser. Merci beaucoup Bernard Michel. Merci à vous.